Les récentes élections législatives ont permis au Rassemblement national d'obtenir 126 sièges à l'Assemblée nationale. Un record historique. Parmi les nouveaux députés se trouve l'ancien journaliste Guillaume Bigot. Homme au riche parcours, il va surtout nous aider aujourd'hui à mieux comprendre la séquence politique actuelle et cette interminable attente pour savoir qui sera notre nouveau Premier ministre. Merci Guillaume Bigot d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir sur VA+. On va commencer cet entretien par parler un peu de vous, pour savoir un peu votre parcours. Je sais que ceux qui nous écoutent vous connaissent quand même un peu, mais ce serait bien qu'on refasse un peu le trajet. Donc vous avez été majoritairement journaliste, mais vous avez aussi dirigé une école de commerce. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est vrai. Et vous avez participé à des groupes de réflexion, vous avez écrit des livres. Je me trompe toujours pas. Tout ça. Ouais, c'est bien. Et aujourd'hui, vous avez rejoint le Rassemblement national en tant que député pour la 2e circonscription du territoire de Belfort. Exactement. Merveilleux. Alors ma première question... Jusque-là, c'est parfait. Sans faute, nickel. Ma première question est, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique votre métier ? Oui, peut-être juste corriger un point. À mon avis, c'est pas un métier à proprement parler. C'est une mission. C'est une mission. D'abord, ça me permet, cette pirouette, de dire que j'ai pas beaucoup de métiers, donc on n'a pas besoin d'avoir nécessairement beaucoup de métiers quand on rentre en politique. Mais surtout, ce qui est plus important, c'est, je pense, le fait que moi, j'étais plutôt très correctement installé dans mon rôle de chroniqueur éditorialiste avec Christine Kelly, Les Mousquetaires sur CNews. Je faisais pas que ça, mais notamment ça. Donc la notoriété, ou en tout cas auprès d'un certain public qui apprécie mes idées et nos idées, je l'avais déjà. Le confort financier, je l'avais aussi. Et j'avais, ma foi, un métier intéressant. Et dans ma vie, jusqu'ici, j'ai réussi à avoir des tâches ou disons, des activités professionnelles qui étaient intéressantes. Donc j'ai pas eu à me plaindre. Alors, quelle mouche m'a piqué ? Vous avez raison. Écoutez, la réponse est simple. À force de se plaindre, à force de répéter indéfiniment des choses et surtout de pointer les limites, les faiblesses, la critique est aisée, l'art est difficile, c'est vrai, mais à un moment, il y a une sensation d'impuissance, il y a une sensation de commenter. Et je me suis d'ailleurs surpris moi-même à dire du président de la République qu'il était comme Meursault dans l'étranger, c'est-à-dire aujourd'hui maman est morte. Alors c'est un gars qui est là, il est posé là, à la tête de l'État, et puis il décrit ce qui se passe, il commente ce qui se passe, il analyse ce qui se passe. En fait, l'éditorialiste, c'était pas lui, c'était pas nous, pardon, c'était lui. Et en définitive, je me suis dit mais c'est pas normal. C'est pas normal de rester comme ça à pester dans son coin. Et en plus, je pense que c'est pas très bon pour la santé. Alors, ma foi, si l'art est trop difficile, peut-être on passera à autre chose. Mais moi, il y a quelque chose là qui m'oblige d'une certaine façon, c'est que je vois mon pays se casser la figure. J'ai de temps en temps un diagnostic, non pas que je suis seul à avoir, parce que le Rassemblement national fait un diagnostic très très juste depuis longtemps. Mais j'ai quand même de temps en temps l'impression d'être quelqu'un de sain enfermé dans un asile psychiatrique. Et l'asile psychiatrique, c'est la classe politique, si vous voulez. Donc, bon, voilà. Donc, soit je me tais, ou je ne parlerai plus de politique, soit j'essaie de faire la politique. Est-ce que vous n'avez pas peur de devenir fou vous-même ? Peut-être le suis-je déjà. Peut-être. Il y a un grain de folie à se lancer en politique. Oui, il y a tout. Bien sûr. Ah oui, il y a certainement un grain de folie. Mais... c'est quelque chose de risqué, la politique. C'est exactement comme si vous allez en mer, en haute mer, vous allez en montagne. On peut aller en mer, on peut aller en montagne, on peut aller en politique, mais il faut être conscient des risques qu'on prend. Et oui, c'est une activité à haut risque, c'est un milieu, disons, c'est un milieu hostile. Et dans ce milieu hostile, je pense qu'il faut se préparer efficacement. À cet égard, c'est vrai, le fait d'avoir beaucoup réfléchi à la question, d'avoir écrit sur le sujet, le fait de m'être engagé indirectement, en tout cas pas devant les électeurs, encore que dans mes jeunes années, en 2002, j'ai été candidat pour Jean-Pierre Chevènement. Et en tout cas, ce que je reproche à beaucoup d'intellectuels, peut-être, de commentateurs, je mettrai Éric Zemmour de côté parce qu'il a eu ce courage, il a passé le Rubicon, exactement, il a franchi le Rubicon, c'est qu'à un moment, on ne peut pas dire, et j'ai pu le dire dans le passé, que le Rassemblement national n'était pas peut-être assez capé, qu'il n'y avait pas assez de ce qu'on appelait au 19e siècle des capacités, il n'y avait pas des gens qui réfléchissaient suffisamment, etc. Dénoncer ça et ne pas les aider.
Parce qu'en définitive, ils ont eu un courage incroyable. Ils sont là depuis très longtemps. Ils défendent mordicus le peuple français. Et le diagnostic dans l'ensemble qu'ils posent est très juste. Et à la tête du Rassemblement national, et c'est ça aussi en fait qui m'a décidé, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens d'un très grand talent et d'un très grand niveau. Et évidemment, je les ai sentis tout à fait en mesure de reprendre la situation en main. Et donc voilà, moi je suis, vous voyez, qu'un député parmi d'autres. Hein. Je ne vais pas surjouer la modestie, mais je ne vais pas non plus... voilà, il y a aussi, je dis que ce n'était pas un métier, c'est une mission, je suis sincère, mais il y a une expérience politique, il y a des réflexes politiques, il y a, ne serait-ce que dans le rôle de parlementaire, un règlement de l'Assemblée nationale sur lequel vous ne prenez pas la parole, etc. Donc il y a quand même une phase de téléchargement. Donc moi je suis en pleine phase de téléchargement, si vous voulez. J'apprends la partie, disons, technique du travail de parlementaire et même, d'une certaine façon, les réflexes, parce que comme je suis passé de l'autre côté du miroir, ce ne sont pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes règles finalement. Alors justement, vous parliez de Jean-Pierre Chevènement, vous avez commencé votre carrière auprès de lui, politique en tout cas. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce que vous retenez de sa pensée? Il représente un grand serviteur de l'État, quelqu'un qui a une très haute idée de l'État, et bien sûr de la France et de l'indépendance nationale. Quelque chose qui me paraît une évidence, c'est-à-dire que pour Jean-Pierre Chevènement, comme pour Philippe Séguin, comme évidemment pour le général de Gaulle et tous ceux qui sont inscrits dans sa suite, mais déjà pour Georges Clemenceau, et déjà peut-être sous les rois de France pour Louis XIV, pour Louis XVI, pour François Ier, il y a cette idée que la France ne peut pas être la France si elle n'est pas indépendante. L'indépendance nationale. Alors depuis la Révolution française, l'indépendance nationale signifie, c'est d'une certaine façon l'avers et le revers, l'indépendance nationale d'un côté et de l'autre la souveraineté populaire. Donc quand on parle de république sans parler de nation, ou quand on parle de la République pour ne pas parler de la France, ou quand on prétend d'ailleurs de manière scandaleuse faire barrage au nom de la République pour mieux s'essuyer les pieds sur la souveraineté nationale et populaire, ça ne va pas du tout. Donc Jean-Pierre Chevènement était ancré dans cette idée, il a campé dans cette idée, après il a fait des erreurs, il avait ses limites, et puis c'est quelqu'un d'une grande exigence avec lui-même, d'une grande exigence intellectuelle, d'une grande exigence avec aussi beaucoup de caractère. Enfin voilà, c'est pas la seule personnalité qui m'est marquée. J'ai pas directement politiquement travaillé avec lui, par exemple en cabinet ministériel. On a constitué un groupe autour de lui de jeunes qui s'appelle Génération République, dont est sorti par exemple Natacha Polony et beaucoup d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui ont eu une trajectoire très intéressante. Et ma foi, on avait senti que cet homme, il avait envie d'arrêter ce qui me semble être le poison originel, c'est-à-dire le traité de Maastricht. D'accord. Et alors, on continue dans votre parcours. Vous avez donc été longtemps journaliste pour de nombreux médias, notamment CNews. Et donc, je me permets un petit mot sur en ce qui concerne C8 et l'interdiction sur la TNT de cette chaîne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vraiment on peut dire qu'en France, il existe une forme de censure? Je rappelle aussi l'actualité avec des comptes Instagram notamment supprimés complètement par Meta sans aucune raison, mais des comptes de droite, d'influenceurs, de médias. Voilà. Est-ce que vous sentez cette censure? Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment s'en méfier? Il faut en parler. Je sais que autrement, par exemple, Éric Tegner ou Alice Cordier ont un peu regretté que des élus de droite ne se soient pas plus penchés sur cette question de bannissement et d'interdiction de leur compte Instagram. Voilà. Quel est votre sentiment, vous, en tant que journaliste, sur ce qui se passe? Alors, c'est évidemment totalement scandaleux. Moi, je pense qu'avec le phénomène du Covid, on a bien senti non seulement une tentation autoritaire, mais ce que j'appellerais une cynisation du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais à toutes les époques de l'histoire, quand vous avez une grande puissance, les êtres humains sont des mammifères, et les mammifères sont hiérarchisés. Et d'une certaine façon, le dominant de la chaîne alimentaire, c'est la Chine maintenant, depuis un certain temps déjà. Elle est passée devant les États-Unis économiquement, même si elle n'a pas encore rattrapé sur le plan militaire. Et la façon de penser chinoise, la façon de faire à la chinoise, c'est-à-dire d'essayer de contrôler les masses,
c'est quelque chose qui nous influence. Et en particulier l'Union européenne. L'Union européenne qui est complètement sur le plan géopolitique et économique à la remorque des États-Unis, mais qui en même temps est déjà sous influence chinoise. Parce que au fond de l'Union européenne, il y a aussi une sorte de délire technocratique. C'est-à-dire, vous pouvez voter, voter pour ce que vous voulez, mais de toute façon, ce sera la même politique. Vous pouvez voter contre les traités européens, de toute façon, on vous les fera avaler. Vous pouvez voter contre la politique d'Emmanuel Macron, de toute façon, elle va se poursuivre sous un autre nom. Eh bien, vous avez le pendant sur le plan de la liberté d'expression et des médias. C'est-à-dire qu'il va y avoir un contrôle. On vous proclame, plus on parle de liberté d'expression, plus on parle de démocratie, plus on parle de débat public, etc., et plus on va limiter le champ, mais même encore mieux. La meilleure des censures, c'est une censure que vous ne sentez pas. Donc là, d'une certaine façon, ça grince un peu pour le système, parce que le système est obligé de prendre des mesures de rétorsion ou des mesures contraignantes et d'interdire. Donc ce que je pense, c'est qu'effectivement, la liberté d'opinion est cruciale, qu'on doit supporter. Et on ne supporte plus rien parce que l'idéologie dominante, c'est aussi celle du bon plaisir individuel, et c'est un paradoxe très fort. L'idéologie dominante, c'est le bon plaisir individuel. Je fais ce que je veux quand je veux, plus personne ne peut contraindre l'individu. Et simultanément, il y a cette tentation chinoise, cette tentation autoritaire, cette tentation de contrainte qui va très bien d'ailleurs à la classe dirigeante, qui est très énarchique, enfin très technocratique. Il y a une chaîne hiérarchique, donc il y a des administrés, ils ont tous des supérieurs hiérarchiques et ils donnent des instructions. C'est ça qui s'est passé d'ailleurs pendant le Covid, ils nous demandaient de signer des autorisations, vous vous souvenez. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, pour protéger le débat, pour ne pas propager de fausses nouvelles, pour éviter que le débat soit frelaté, faussé, pour éviter que la fausse monnaie chasse la bonne, que les fausses informations, les infox, chassent les vraies informations et donc que le débat soit biaisé, on va vous protéger contre vous-même. Et on va protéger la démocratie contre elle-même. C'est exactement ce qu'on voit aussi dans le mécanisme dit de l'état de droit. L'état de droit, c'est le droit va limiter l'État. Le droit va d'ailleurs verrouiller la volonté populaire. Vous pourrez toujours voter des lois, la loi contre l'immigration par exemple, mais le Conseil d'État va la mettre à la poubelle. Parce que nous, on sait mieux que vous, le peuple, on sait mieux ce qu'est la démocratie. Et ce qui se joue en ce moment, c'est que, et c'est toute la difficulté, je pense, c'est tout le fil du rasoir et c'est toute la ligne de crête qu'on est en train de traverser politiquement, c'est que on voudrait, au Rassemblement national, et je pense que les Français seraient bien inspirés de vouloir préserver les institutions de la Ve République, parce qu'elles donnent quand même au peuple et à l'expression directe du suffrage universel un pouvoir important à travers l'élection du président de la République au suffrage universel. Et en même temps, il y a besoin, je dirais, d'un changement de classe dirigeante et d'une véritable alternance. Le problème, c'est que cette alternance, elle est bloquée de l'intérieur. Elle est bloquée parce qu'il n'était pas prévu d'ailleurs dans les institutions qu'un président de la République, gardien des institutions, joue contre les institutions. Moi, je n'aime pas du tout le Front populaire, le LFI et le Front populaire, mais enfin, et là en l'occurrence, le problème c'est qu'ils ne sont pas arrivés en tête, contrairement à ce qu'ils martèlent, à ce qu'ils racontent, mais si d'aventure ils étaient arrivés en tête, c'est la démocratie que de les laisser gouverner. On n'est pas d'accord avec eux, on est dans l'opposition. Et de toute façon, si on est dans le vrai, ils se casseront la figure. Et la fois d'après, vous changez. Les gens ne comprennent pas une chose, c'est que si on met à bas le système démocratique, on ne pourra plus changer le volant. Et là, normalement, le système démocratique est en place, mais on ne peut plus changer le volant. C'est ça le piège en réalité. Et donc la tension monte, la colère monte, pour reprendre votre réflexion très juste, le niveau de la pression dans la cocotte minute monte, et on va finir par s'attaquer aux institutions démocratiques en constatant que les institutions démocratiques, elles ne font plus leur office. Mais attention, la vérité, c'est que le peuple ne peut plus tourner le volant à droite, il ne peut plus tourner le volant à gauche, parce qu'il y a une sorte de prise de contrôle, il y a un GPS qui s'appelle d'abord Bruxelles, derrière Bruxelles l'OTAN, et puis vous avez Davos, et puis vous avez les marchés financiers, et puis vous avez le Parti communiste chinois. Et tout ça, c'est un système de pouvoir extrêmement puissant qui maintient un paradigme, un modèle, et on vous dit que si vous voulez changer ce modèle, soit vous êtes un abruti, soit vous êtes un fasciste, soit vous êtes les deux, en fait. Ou alors un bolchevique avec le couteau entre les dents. Voilà, un révolutionnaire. Donc vous ne changerez rien. L'idée de la construction européenne, l'idée de l'état de droit, l'idée de la mondialisation avec des multinationales essentiellement, sinon anglo-saxonnes, du moins à l'anglo-saxonne, l'idée du wokisme et l'idée de l'immigration, l'idée du vivre ensemble, tout ça
c'est dur, c'est quelque chose de solide, c'est comme une tumeur, si vous voulez, c'est quelque chose de... Vous ne pouvez pas l'attaquer, le contester. Donc est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression justement que là vous vous êtes engagé dans la députation, est-ce que c'est un peu vain? Parce que finalement le bloc est tellement dur que c'est pas 126 sièges du Rassemblement national qui va casser ce gros bloc qui dirige tout. On est au-delà de ça, puisqu'on on a nos alliés oui, sautistes. en plus, mais c'est 142, 143. Et puis on était 89 la dernière fois, donc ça augmente. En réalité, il faut trouver il faut trouver différents angles de fracturation. Sur la question de l'immigration, sur la question de l'insécurité, sur le régalien, je pense qu'on y est presque. On y est presque, c'est-à-dire le travail de percolation s'est opéré. En fait, les gens commencent à ouvrir les yeux et à comprendre que dire qu'il faut arrêter les flux migratoires, les stopper, ça n'a rien de raciste. Mais vraiment, c'est des sujets qui sont... Enfin, c'est un contresens absolu de parler de racisme. Simplement, la coupe est pleine, la cohésion nationale est en danger, les comptes sociaux, etc. sont en danger. Donc, le temps politique est un temps long. Il faut du temps pour que... vous voyez, entre mai 68 et 1981, la véritable alternance au nom d'idées plus ou moins marxistes, et d'ailleurs aussi un peu hédonistes, libertaires, un peu bobos, qui étaient déjà manifestés en 68 et la prise de pouvoir par Mitterrand, il s'est passé quand même beaucoup de temps. Et même quand Mitterrand a pris le pouvoir, ce n'était pas d'un seul coup, cette révolution, maintenant elle est partout, c'est justement l'idéologie de la classe dominante, mais ça a pris du temps. Donc la politique, on oublie, mais ce sont des phénomènes de génération. Ça prend des dizaines et des dizaines d'années pour changer les choses. Après, ça craque d'un seul coup, en fait. En quelque sorte, ça met beaucoup, beaucoup de temps, un peu comme l'eau et la glace, c'est-à-dire à 1 degré, ça va changer d'état, mais on a l'impression que ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas pendant très longtemps, et d'un seul coup, ça bouge. Donc voilà, à mon avis, ce qui est en train de se produire. Je pense que par ailleurs, et c'est ça qui m'a convaincu de rejoindre le Rassemblement national, à la tête du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, et une équipe moins connue du grand public, mais vraiment de gens très, très affûtés, ne sont plus dans un discours du négatif, sont plus dans un discours uniquement dénoncer ce qui ne va pas. Uniquement dire l'Europe ça ne va pas, l'immigration ça ne va pas, l'insécurité ça ne va pas, etc. Là, il y a une phase qui s'enclenche qui est le signe que quelque chose est en train de se passer, mais je répète, les choses prennent du temps, qui est d'articuler une autre solution. D'accord. Alors pour revenir plus concrètement sur ce qui se passe en ce moment, c'est un peu le bazar, personne s'y retrouve vraiment, tout le monde revient de vacances et... Beaucoup le bazar. Voilà, personne ne sait qui gouverne. Enfin Macron évidemment encore là, mais pour le reste on ne sait pas trop. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, vous qui êtes dedans, comment ça se passe, comment vous au RN vous vous positionnez et quels sont les scénarios possibles à cette impasse pour l'instant de Premier ministre ? S'il y en a. Alors, je vais reprendre mon souffle. Hein. Ça vaut le coup. Oui, et comme la situation est tellement étonnante, il faut prendre un peu de recul. En fait, première chose que je voudrais rappeler, c'est que le Rassemblement national a annoncé à l'avance le risque de chaos, en disant soit on arrive aux affaires parce qu'il y a une aspiration et que nous sommes majoritaires, ce que le résultat en nombre de voix et en pourcentage du corps électoral a montré, et même en groupe, parce que là, on parle de choses on compare un groupe, un parti politique avec une ligne, et des choses qui ne sont même pas des groupes, parce que le Nouveau Front Populaire, ce n'est pas un groupe parlementaire. Hein. Il y a un groupe parlementaire autour des socialistes, il y a un groupe parlementaire autour des communistes, il y a un groupe parlementaire autour des LFI, etc., et ainsi de suite. Ils ont créé une sorte de fédération entre eux, mais ce n'est pas un groupe, en quelque sorte. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. Effectivement, personne n'a la majorité. Je pense que le président de la République avait cette intention d'user d'une certaine façon le Rassemblement national au pouvoir dans une cohabitation, à mon avis, de combat, une cohabitation assez féroce, pour qu'ensuite son camp, en tout cas, arrive aux élections présidentielles dans des conditions meilleures et qu'au contraire, l'espoir que pouvait représenter le Rassemblement national soit émoussé face à la dureté de la réalité. C'est ça le plan. Et ce plan, il n'a pas marché du tout. Et en fait, il a dissous l'Assemblée nationale, mais il s'est finalement autodissous. Et il a dissous son propre pouvoir. C'est ça la situation. Donc il ne sait plus, d'une certaine façon,
là, Mélenchon reprend les mots que les Républicains avaient utilisés contre MacMahon au XIXe siècle, au moment de la crise de 1877, c'est-à-dire il faut se soumettre ou se démettre. On nous a oublié, mais la Troisième République, le président de la République, sous la Troisième, avait beaucoup de pouvoir, en fait. Mais simplement, comme il y a eu cette crise, et comme l'Assemblée nationale a forcé le président de la République à démissionner, ce qu'a fini par faire MacMahon qui n'avait pas de majorité, et bien ensuite, on a parlé d'un président de la République qui inaugurait les chrysanthèmes. Ce qui a été la même chose pendant la 4e République. Donc l'Assemblée est toute puissante. Et donc là, on est dans un moment inquiétant, important, parce qu'en fait, les Français sont contre Emmanuel Macron. Ils lui ont dit une première fois aux Européennes, ils lui ont dit une deuxième fois au premier tour des législatives, ils lui ont redit une troisième fois au deuxième tour des législatives. Et apparemment, il a un problème auditif. Il n'a rien compris de ce qu'on lui a dit. On lui a dit, on ne veut plus ni de toi, ni de ton programme. Dans la logique de la Ve République, on l'a vu avec le général de Gaulle, quand il a perdu d'un cheveu le référendum en 69, il a immédiatement quitté le pouvoir. La légitimité populaire et le fait qu'il y a toujours une confiance qui est accordée par une majorité, pas tous les Français évidemment, toujours des détracteurs, mais une majorité des Français confiant les destins de la France, les clés de la France et la préservation des institutions à un homme ou à une femme, qu'importe, qui est le président de la République. C'est ça le pacte clé, le pacte fondamental. On dit toujours « Ah, mais c'est dommage, on n'a pas un roi, on n'a pas une reine ». Et c'est vrai qu'au moment de la mort d'Élisabeth II, on s'est dit « C'est incroyable, la monarchie ». Leçon de pouvoir, cette femme ne parlait jamais. Quelle autorité ? Pour faire très simple, il y a deux scénarios possibles, à mon avis, à ce stade. Soit il y a du macronisme, ce que j'appellerais hors les murs, pour continuer cette politique du modèle standard. Donc voilà, avec une part de PS, une part du PS à LR, en passant par Lyotte et 50 nuances de macronisme là au centre, vous avez quelque chose qui continue. Une politique qui certes a été rejetée, qui certes est impopulaire, mais depuis déjà très longtemps. Qui est possible. En tout cas, elle est arithmétiquement possible à l'Assemblée nationale. Mais ça signifie que le Parti socialiste, les différents acteurs et LR jouent le jeu. S'ils considèrent que c'est davantage dans leur intérêt de forcer le président de la République à la démission parce qu'il serait en situation de gagner la prochaine présidentielle, ils ne joueront pas ce jeu. Vous comprenez ? Et la carte que joue Emmanuel Macron, dans une situation dangereuse aussi, avec un pays extrêmement endetté et une pression à la fois des marchés financiers et de la tutelle bruxelloise, que je récuse sur le plan de la légitimité, si vous voulez. C'est illégitime, mais en attendant, c'est le mécanisme qu'on subit. Donc il y avait réellement un mécanisme. C'est donc, encore une fois, une chose de dénoncer un système et de nier le fait qu'il existe. En fait, il existe pour l'instant. C'est d'ailleurs fou si on y réfléchit. Les mêmes qui nous ont obligés à emprunter sur les marchés financiers pour se financer ont l'air de se contrefiche de la manière dont les marchés financiers vont réagir au fait qu'on n'ait plus d'argent. Exactement comme les mêmes dingues qui ont fait venir de l'immigration alors qu'on n'avait plus d'industrie se contrefichent de les assimiler. Ou d'arrêter les flux. Refermons la parenthèse. Donc, Emmanuel Macron joue la tension, il joue la pression et il va dire prenez vos responsabilités au nom de la continuité de l'État pour sauver l'euro, pour sauver la signature de la France, pour permettre à la France de faire rouler sa dette comme on dit. Il faut maintenant se mettre autour de la table. Voilà. Avec quelques arguments en ce qui concerne à mon avis le PS et LR, c'est que pour moi le PS et LR et le macronisme, c'est Coca-Cola et Pepsi-Cola. Enfin, c'est juste la même chose. C'est Philippe Séguin qui avait tout compris. Il dit Bruxelles, ce sont les grossistes et eux, ce sont des détaillants. C'est vrai, c'est le même grossiste finalement. Ils nous vendent la même histoire. Et alors, le deuxième scénario ? Deuxième scénario, justement, ni le PS ni LR se mettent d'accord. Et on voit même d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont capables de faire à Macron le coup que Macron avait fait à Hollande, c'est-à-dire vraiment... Et puis comme cette idéologie dans ces classes dirigeantes, l'idéologie dont je vous parlais, avec libre circulation des marchandises, des capitaux, des personnes, au fond, c'est l'idéologie du bon plaisir individuel. C'est moi, que moi. Bon, donc on voit bien que tous les politiciens qui partagent ces idéaux, entre guillemets, droits de l'homme, etc., mais en réalité, égoïsme forcené et individualisme forcené, ils sont capables de faire à Emmanuel Macron du Emmanuel Macron. Et Attal commence à le faire, en disant « Mais t'es bien gentil, mon gars, mais moi, je vais te faire ce que t'as fait aux autres, en fait. C'est-à-dire que moi, je vais jouer ma carte personnelle, donc je vais aussi te forcer à démissionner. » Donc tous ces gens sont assez d'accord avec Emmanuel Macron sur le fond.
sont d'accord sur l'essentiel, mais ils veulent la place à la place d'eux. Vous voyez ? Donc là, c'est dangereux. Enfin, ce qui est très dangereux, c'est que le Front populaire, et notamment LFI, parce qu'on sait que le LFI téléguide le Front populaire, c'est une évidence. Le programme a été soufflé par LFI, et tout de suite, d'ailleurs, LFI a dit tout le programme, et rien que le programme, et même, quitte à ce que nous, Mélenchon a dit, nous ne participons pas à ce gouvernement, eh bien, eux, ils répètent sans arrêt à l'opinion publique qu'ils ont gagné, qu'ils sont majoritaires. C'est numériquement faux. Je rappelle que l'alliance du Front populaire seul, il faut 289 voix pour avoir une majorité. Le Front populaire seul, même allié aux centristes, ça ne fait pas 289. Et les centristes n'en veulent pas. Voilà, donc ils n'ont absolument pas la majorité. Mais par contre, ils le racontent à qui veut l'entendre. Et il y a... disons, une colère et une envie de tourner la page, une envie d'alternance qui n'est malheureusement pas possible, qui n'a pas été possible avec nous, et qui est encore moins possible avec eux. Mais en tout cas, il y a cette envie. Donc il y a vraiment une pression. Ce qui est gênant, c'est 1, impopularité d'Emmanuel Macron, cristallisation sur sa personne. 2, envie de changement à gauche toute, envie de changement à droite toute, et plus généralement envie de passer à autre chose que le système. Et là, s'il y a la population plus l'Assemblée nationale contre le président de la République seul, il y a réellement un danger. Donc le seul scénario, c'est qu'il démissionne et qu'il y ait à nouveau une élection. Je ne le vois pas passer parce qu'il y a une échéance et une butée qui est le vote du budget. Le vote du budget doit intervenir en octobre, exactement. Il y a ce compte à rebours. Il n'est pas possible. C'est pas seulement de ne pas payer les fonctionnaires, etc. C'est que les Français n'ont plus assez d'argent pour faire tourner leur machine étatique. Les collectivités locales, l'État et les structures sociales. Donc on est obligé d'emprunter sur les marchés. Donc le fait qu'il n'y ait pas de stabilité politique et pas de gouvernement, c'est quand même assez gênant. Alors on dit Est-ce que c'est pas presque mieux finalement que pour l'instant il se passe rien et qu'on reste sur pas le gouvernement démissionnaire qui reste, le temps du budget, et ensuite on renverse? Non, parce que les problèmes des Français continuent. Le pouvoir d'achat n'est pas réglé. Est-ce qu'il va se régler en ces quelques mois? Écoutez, moi je pense que les gens qui n'arrivent pas... Marine Le Pen a une expression qui est assez terrifiante, mais malheureusement très juste quand on voit confirmer sur le terrain, c'est qu'il y a une France qu'elle appelle la France des centimes. C'est-à-dire que les gens qui sont obligés de compter leurs centimes d'euros pour donner à manger à leurs enfants. Et voilà, le problème du logement n'est pas réglé. Le problème de la dette s'aggrave et peut réellement s'aggraver si les taux d'intérêt augmentent. Le problème de la sécurité, on le voit, n'est pas réglé puisqu'il y a encore eu un refus d'obtempérer qui a coûté la vie à un adjudant-chef, un gendarme qui laisse une veuve et 2 orphelins. Le problème de l'immigration, on le voit en Allemagne, n'est pas réglé non plus, avec cette fête de la diversité. Vraiment, sanglante ironie a fini de cette façon. Donc, aucun des problèmes n'est réglé. Et quand on ne peut pas laisser pourrir la situation. Alors, on met en avant le cas de la Belgique, le cas de l'Allemagne. Ils mettent énormément de temps pour trouver un gouvernement. Ils n'ont pas la même culture politique. De toute façon, la France... est un pays où il y a ce qu'un historien appelait des poussées de fièvre hexagonale. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement, la dernière en date c'était les Gilets jaunes, des poussées de colère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que tous les Français en ont le souvenir très net. Il y a un samedi quand même, on s'est demandé de quel côté ça allait tomber. Donc il y a un imaginaire politique qui est bien réel. Ça a beau être du symbolique ou de l'imaginaire, c'est bien réel. On fonctionne comme ça en France. On est un village gaulois, on a besoin d'un chef, on a besoin de règles claires. On n'est pas une culture du consensus. Je sais bien qu'on veut à toute force nous transformer en protestants du Nord. C'est pas la réalité des Français. C'est pas ce que sont les Français. On a d'autres qualités, d'autres défauts, mais on fonctionne pas comme ça. Très bien. Et merci beaucoup. Merci à vous.